compris. Là, j'ai juste pris une illustration en fait de Icare et de son père Dédale. C'est-à-dire que je voulais une illustration un petit peu d'ordre métaphorique. Et du coup, la question que je ne reviendrai pas là-dessus, c'est pour ça que je en parle tout de suite, c'est que quand on pose la question de l'humain augmenté, chirurgie, prothèse et nanotechnologie, donc ça, c'est différents éléments qui permettent donc, cette augmentation. L'augmentation, on verra, est très délicat de faire la frontière entre réparation, augmentation et parfois diminution. Du coup, cette illustration permet d'y réfléchir de manière métaphorique, parce qu'en fait, donc, Dédale, c'était considéré comme l'un des grands génies dans la mythologie grecque, et ce génie a créé notamment le labyrinthe, et pour s'enfuir de ce labyrinthe, je crois parce qu'il a été captif dedans, finalement, par cause du roi Minos, quelque chose comme ça, en fait, il décide de s'inventer des ailes pour voler. Et donc, Dédale, l'inventeur, a la sagesse. Il contrôle ce qu'il fait, mais il veut aussi le partager avec son fils, Icare, puisqu'il veut aussi, par la même occasion, sauver son fils. C'est légitime. Et du coup, en voulant sauver son fils, il lui procure des ailes, mais Icare, lui, est peut-être un peu plus fougueux, et il veut monter trop haut, et finalement, il se brûle les ailes et tombe. Donc, c'est-à-dire que l'inventeur, parfois, peut savoir ce qu'il fait et avoir une vision des limites de sa création, et parfois, même avec la bonne volonté du monde, on peut arriver à mener à cette forme de chute qui s'avère différée, mais finalement il pousse à la chute. Voilà, il n'y a pas de réponse, ça n'apporte pas de réponse, mais cette distinction Icare et Dédale est intéressante pour moi parce que parfois, par exemple, Tim Berners-Lee, l'inventeur du web, donc celui qui au CERN en Suisse a inventé l'idée d'interconnecter les sites sur l'internet pour pouvoir aller consulter les liens hypertextes, pouvoir aller d'une page à l'autre. Par exemple, je connais quelqu'un qui travaille pour lui et Tim Berners-Lee n'est pas accro, il n'est pas addict à son outil. Il l'a construit, l'internet est devenu, le web est devenu quelque chose d'énorme, mais c'est pas quelqu'un qui est complètement accro. Alors qu'on a parfois des enfants divers et variés qui sont complètement accros à cette chose-là. Donc cette question en fait de cette dualité m'intéresse parce que voilà, je sais pas, j'ai pas de réponse, c'est juste pour l'illustrer. Alors ensuite. Voilà. Alors, je fais un rappel immédiat sur la question d'éthique, parce que notre questionnement philosophique d'aujourd'hui est éthique. Et donc, l'éthique, parfois, a un côté slogan, et j'ai trouvé que cette définition trouvée sur le web, de la Commission d'éthique en sciences et en technologie du Québec, dit que, en fait, la différence entre l'éthique et la morale, en fait, c'est pas des dogmes, c'est pas des préceptes qu'on va suivre de manière figée. La question d'éthique, c'est en fait une décision, on va dire au cas par cas, contextualisée. C'est-à-dire que la différence entre une morale, c'est qu'on va édicter une bonne fois pour toutes et ça rassure tout le monde. L'éthique, c'est un processus, en fait. C'est un processus. Il y a une recherche, une négociation, il y a des dissensions. Et pour cela que l'échange, le discours, le débat est important. Et la prise de décision doit généralement ne pas être unilatérale non plus, je pense que c'est... Donc, voilà, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est réfléchir de manière éthique, c'est réfléchir, bon, pour moi, ce serait plutôt bon de faire ceci, plutôt mauvais de faire cela, ça dépend du cas par cas. Il y a beaucoup de cas très limites, en fait, où c'est entre le blanc et le noir. C'est pas forcément... Donc, du coup, cette question de réflexion est primordiale, cette question d'échange. Donc voilà, je n'ai pas vraiment de réponse définitive à ce que je vais vous dire. C'est mon point de vue d'aujourd'hui sur ce que je sais et ça peut changer. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce qui est possible, de ce qui existe, ce qui est concrètement, comme ça peut-être, ce qui est possible, ce qui existe concrètement. Alors je ne vais pas faire non plus une liste à la Prévert de tout, parce qu'il y a des grandes familles que je vais un petit peu vous présenter. Ensuite, on va aborder la question de l'humain réparé et l'humain augmenté. Voilà. Ensuite, la question donc du transhumanisme en quelque sorte. Ensuite, nous allons parler de l'humain, du robot, du post-humain. Donc je vais distinguer transhumanisme et post-humanisme. C'est encore la vitesse supérieure, le post-humanisme. Et puis donc ensuite, enfin, des réflexions sur les perspectives pour le futur. Alors, voilà, l'outillage technique. Alors justement, je m'intéresse beaucoup aux livres d'anthropologie, notamment voilà, ce que j'ai lu là sur les outils, etc. Les outils par exemple du Néandertal, de l'homme de Néandertal, c'est vraiment fondamental parce qu'on se rend compte que finalement,
faire attention parce que j'ai un professeur qui ne serait pas tout à fait d'accord avec ça. Donc, mais bon, entre nous, Alain Gras, il disait qu'il n'y a pas de filiation entre tous les outils, qu'un outil n'implique pas forcément le précédent, etc. C'est vrai que ça se discute, mais tout de même, on voit des analogies entre des outils anciens, comme une simple canne de bois, qui permet en fait de maintenir le corps et de pouvoir... Ah oui, je bouge. C'est pas grave. Ah oui, désolé. Ah, il faut que je me discipline. Ah oui. Voilà, donc maintenir le corps pour pouvoir se tenir droit, se déplacer plus facilement. On a une filiation avec les béquilles modernes, donc des béquilles, tout ce qu'il y a de plus classique. Plus bas, je vais aller plus loin, à chercher un poignard préhistorique, donc il y a 3700 ans environ, et je compare avec un scalpel, donc un outil thérapeutique. Bien sûr, on voit bien des différences quand même technologiques, mais finalement le principe est le même. C'est un outil. Quand on parle techniquement des outils, pour l'humain, ça a été un moyen de se doter de griffes pour faire concurrence au tigre. Ça a été un moyen de la massue, etc., de se doter de nouvelles capacités. C'est juste une des spécificités de l'humain, c'est cette capacité de se doter d'outils qui lui permettent d'avoir une capacité d'action sur le réel totalement nouvelle. D'accord. Et là, ensuite, voilà, je vous montre un autre outil. Cet outil-là, c'est un exosquelette. Cet exosquelette sert... Il est commercialisé, mais peu vendu, mais ça existe, c'est japonais. Et cet exosquelette, il est fait pour les personnels soignants. Parce que quand on est personnel soignant, quand il s'agit de déplacer une personnalité, par exemple, de l'amener pour faire les soins, la toilette, etc., à chaque fois, il faut porter. Il y a des systèmes de poulies aussi, etc. Mais là, ce système-là, vous voyez, il porte des sacs de riz ou de ciment, je ne sais pas trop, de plâtre, facilement. Donc, cet objet-là, on en voit l'utilité, ça rend plus costaud, ça permet de moins se fatiguer le dos, etc. Mais par contre, ce qui rend possible un outil pareil, il y a une rupture vraiment de fond par rapport à ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire des choses qui imitaient la nature en étant un couteau, en étant un bâton. Parce qu'en fait, c'est un concentré, là on a une liste de choses plus ou moins informatiques, mais c'est un concentré en fait de technologie qui est lié à l'avènement des outils numériques. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire de l'informatique, mais elle est récente. Elle date des années 30, dans ses prémices concrètes. La Deuxième Guerre mondiale pour les réalisations d'ordinateurs, la diffusion de l'informatique à plus large échelle au niveau financier, militaire et puis industriel dans les années 60-70. Et là maintenant, on en est arrivé à avoir tous des ordinateurs ultra performants dans toutes nos poches, ou si on le veut, même dans les poubelles. Parfois on reçoit un ordinateur, on ne l'utilise pas, on le jette à la poubelle, enfin j'exagère à peine. Là-dessus, on a des systèmes avec aussi des capacités électromécaniques au niveau des moteurs qui sont très performants, parce qu'il faut être miniaturisé tout en étant capable de porter des poids pareils. Et surtout, il y a toute une indépendance du système. Donc en gros... c'est une des voies pour améliorer ou pour augmenter la puissance de porter, de frapper. Ça peut être beaucoup de choses différentes. Là, c'est dans le contexte de soins. Mais c'est permis par un espèce de cocktail d'inventions qui sont arrivées très récemment et qui rendent possible, des nouveaux possibles sont arrivés en fait. Donc ça en est un. Alors, un autre complètement différent, à Grenoble, par exemple, alors les photos sont de mauvaise qualité, j'ai pas mieux. En fait, c'est un système d'assistance robotique pour l'acte chirurgical. Alors là, est-ce qu'on est vraiment dans le transhumanisme ou est-ce qu'on est dans l'homme augmenté? On est plutôt dans le geste augmenté. C'est-à-dire que ce genre de dispositif, ça c'est une illustration qui est une invention française de Philippe V, c'est qu'en gros c'est pour l'ostéotomie du genou, c'est-à-dire quand on enlève l'os du genou pour le remplacer par une prothèse. Généralement, eh bien, en fait, ce genre d'opération requiert d'être extrêmement précis et en même temps d'être fort. Enfin, d'y aller franco tout en étant extrêmement précis, le plus possible. Et bien là, dans ces cas-là, les machines peuvent le servir à ça, à rendre le geste plus précis. Et donc, du coup, ça évite les récidives, ça permet d'avoir moins de complications. Donc, là, on est encore dans une autre application complètement nouvelle où l'outil a en fait une capacité de dire non, je ne vais pas couper jusque-là. Non, ça, moi, je pense que là, j'arrête de couper là parce que c'est pas prévu. Par contre, là, oui, on peut y aller, on peut couper cette endroit-là. Ouais, c'est-à-dire qu'on donne une forme d'autonomie relative, mais une capacité d'action de l'outil qui est autre que les mécanismes mécaniques d'autrefois. Ça va plus loin avec les systèmes robotiques pour les interventions chirurgicales.
la démonstration, notamment pour le Da Vinci, qui est à gauche, c'est de recoudre un grain de raisin, en fait. Le système recoud très très bien la peau d'un grain de raisin. Il opère le grain de raisin, et il ouvre le grain de raisin, il fait des trucs dans le grain de raisin, et il referme le grain de raisin facilement. C'est un robot. Et donc là, les médecins sont là, dans des espèces de petites cabines. En fait, ils sont déportés par rapport à l'intervention. Et les bras robotiques permettent de faire une précision bien plus fine et aussi de suivre les éventuels mouvements des tissus mous. Le système Zeus, c'est son concurrent qui est à droite. Juste, il a une forme différente. Les bras ne sont pas placés de la même manière sur la table d'opération, mais c'est le même principe. Et donc là, est-ce que c'est... Le chirurgien n'est pas un homme augmenté, mais au moment où il opère, il est un chirurgien augmenté avec ce système. Alors, d'autres systèmes peuvent être intéressants à réfléchir, c'est par exemple les haltères qui, eux, ne sont pas capacité d'action. Ça ne fait qu'enregistrer le rythme cardiaque. On l'implante, on le porte, et ça enregistre le rythme cardiaque. Mais en fonction des enregistrements qui sont donnés, on va décider si oui ou non on va mettre un implant. C'est-à-dire que ces objets-là aussi ont comme vocation d'aider à la décision. Là, on n'est plus dans l'homme augmenté, mais je vais quand même montrer. L'augmentation humaine, j'ai mis cette illustration un peu bateau parce que, en fait, finalement, une des choses vraiment très importantes, c'est la question de l'hygiène. C'est-à-dire que l'espérance de vie, l'augmentation humaine, le Graal, c'est l'espérance de vie. L'immortalité, ça serait vraiment l'objectif fou. Mais l'espérance de vie, elle a déjà énormément augmenté pour nous. Elle a augmenté du fait des médicaments et du fait de l'hygiène. Et du fait de meilleure nutrition, etc. Donc il y a plein d'effets qui sont un peu plus déjà du quotidien, qui sont déjà des objets qui peuvent nous augmenter. Et après, le dopage, pour briller là-dessus, c'est que le dopage, c'est aussi une question d'augmentation de performance. Dans le cas du dopage, c'est pas nouveau, donc on a déjà aussi observé le corollaire. Ceux qui sont trop costauds, qui gagnent tout le temps, parfois ils décèdent brutalement ou ils ont des contreparties. Il y a aussi une question d'équilibre et une question de démesure. Quand je sais pas là, si on prend tout ça d'un coup, je suis pas sûr qu'on soit en meilleure forme et qu'on soit vraiment augmenté. Et la question, mais les médicaments, je vous ai montré des systèmes électroniques juste avant, mais nos médicaments parfois peuvent être le fruit d'une énorme complexité pour les fabriquer et ils fonctionnent souvent. Donc du coup, c'est aussi un moyen de dépasser certaines limites humaines. Alors, l'humain réparé et l'humain augmenté, cette thématique à proprement parler, découle en fait de... C'est un peu plus à la mode d'utiliser ce terme, de la cybernétique. Ça a été grandement à la mode au début de la diffusion du web. Tout était cyberespace. Là maintenant, on parle d'Internet, mais on ne parle pas beaucoup du mot cybernétique. Mais la cybernétique, c'est un courant majeur, vraiment un courant majeur, qui voulait en fait unifier ce qu'on sait sur les hommes et ce qu'on sait sur les machines pour en faire des systèmes cohérents. Concrètement, le cas d'école, c'est l'astronaute. Quand Thomas Pesquet, notre astronaute spatial national, évolue en orbite, sort de la station spatiale, se retrouve seul dans l'espace avec un scaphandre, c'est ce qui a été l'incarnation du cyborg en fait. Comment un corps humain, avec fait d'eau, d'os, de chair, de sang, enfin vous voyez bien comment on est constitué, comment peut-on évoluer dans un endroit aussi hostile que le vide spatial, les rayonnements, etc. Bon, la combinaison d'astronautes, c'est une solution qui a été inventée qui permet cela. Alors, dès le départ, l'idée du cyborg, c'était qu'il fallait une hybridation la plus efficace possible. Pour l'instant, l'hybridation du spationaute avec son costume, son scaphandre, c'est détachable. Il n'y a rien qui est implanté en lui. Parce que s'il y avait des entrées, des sorties dans le corps, ça serait des possibilités de lésion. Ça n'a pas été évalué comme quelque chose de pertinent. Mais dès le départ, l'idée, c'est que la combinaison soit la plus petite possible. À la limite, dans l'idéal, c'est que la combinaison soit à l'intérieur du corps. C'est-à-dire que le corps soit muté, soit transformé pour aller de lui-même dans l'espace. Donc, du coup, ça, c'était l'objectif initial. Mais ils savaient très bien en 60, donc ça a été Manfred Clynes et Nathan Klein qui ont inventé le terme cyborg, cyberorganisme, dans un contexte d'exploration spatiale. Donc là, on en est encore très loin, et est-ce souhaitable?
c'est-à-dire l'homme muté, bourré d'implants, capable d'aller travailler sur la Lune sans aucun souci, sans avoir besoin d'enfiler quelque chose de particulier. Il y va comme il se lève, tiens, je vais sur la Lune. Et le premier prototype, avec en fait une auto-administration d'un liquide, je ne sais même plus lequel, d'une pompe vers un organisme vivant. D'ailleurs, une petite pensée émue pour tous ces organismes vivants qui servent aux expérimentations. C'est complexe. Je suis intervenu il y a quelques mois là-dessus sur la question d'expérimentation clinique animale et humaine. Voilà, c'est quelque chose qui pose problème, qui est très honnête simple et souvent qu'on élude. Mais bon, en tout cas, ce rat était connecté à une machine et les deux fonctionnaient de manière réciproque. Donc, cette capacité qu'on a de mettre des machines dans notre corps est relativement récente, parce qu'il a fallu aussi connaître énormément de choses en matière d'infection, en matière de biocompatibilité, et il faut aussi que ce qu'on implante serve à quelque chose. Là, l'exemple que j'ai utilisé moi personnellement pour ma thèse, c'était le pacemaker, puisqu'il a commencé à être inventé en 1958, il est diffusé en millions d'exemplaires, il fonctionne, donc du coup, ça, on n'en y est pas, mais ça fait déjà 50 ans qu'on a quand même des personnes qui ont des implants qui leur permettent de vivre. Cette question d'homéostasie entre un objet inerte et un être vivant est déjà là. Mais souvent, voilà, on a la vision au cinéma et la vision dans la réalité est parfois très différente. Et en tout cas, les personnes que j'ai rencontrées qui portaient des implants ne se ressentaient pas du tout comme le super cosmonaute. Se sentaient pas non plus comme un rat de laboratoire, ils se sentaient comme quelqu'un justement plutôt réparé. Ça me permet de voir mes petits-enfants grandir, ça me permet de continuer à vivre normalement, etc. C'est comme un ange gardien qui veille sur moi. C'est un discours de ce type, qui est de rassurer, de réparer, pas forcément d'augmenter. Mais il n'est pas impossible qu'un jour, on ait des implants qui nous rendent plus intelligents, plus forts. Ça ne me paraît pas inenvisageable. Pourquoi l'implant cochléaire, par exemple, l'implant qui permet de restaurer l'audition en insérant un système dans le crâne relié à un système extérieur, ce système d'implant cochléaire qui redonne l'audition des personnes qui ont perdu, a été vu au départ comme de la science-fiction, comme quelque chose qui n'arrivera pas. Et là maintenant ça marche vraiment très bien. Actuellement maintenant la recherche c'est davantage dans la question de la vision artificielle. Mais c'est pour dire que il ne faut pas être trop optimiste à court terme, mais à moyen et long terme, on ne sait pas trop où on va. Voilà, enfin... Mais en tout cas, on n'est pas encore à ça. On n'en a pas encore à ma connaissance. Par contre, même si ce modèle n'est pas si jeune que ça, parce qu'il a déjà 5 ans, voilà, on a une bonne image de ce que peut être un membre bionique. Donc il y a différentes formes. On met par-dessus de la peau, pour que ça donne une impression de plus naturelle. Là, c'est vraiment pour réparer. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui utilisaient ce genre de système, qui sont très coûteux, donc il n'y a pas tant que ça de gens qui les ont en France. Je vais essayer de faire une aparté pas trop, une digression pas trop longue. C'est que un des résultats qu'on a vu sur cet objet-là, donc tout le monde n'en veut pas. Certaines personnes se disent non, j'en ai pas besoin. Ceux qui en veulent, en fait, c'est bien beau d'en vouloir, mais il y a un apprentissage pour pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire qu'en gros, ce système, c'est un mécanisme robotique qui va en fait détecter le signal myoélectrique sur ce qui reste du membre. Par exemple, on va dire que, on va couper ici, il reste un signal ici. Les capteurs, le cerveau envoie des informations aux muscles, là. Les capteurs détectent ces informations et interprètent ça veut être un mouvement de ce type ou un mouvement de ce type. Le coude, pas trop, mais plutôt la main. Et du coup, ce genre de choses, si c'est mis dès l'enfance, la personne est très naturelle, c'est bluffant. Par exemple, je tendais un document à quelqu'un qui le prend avec son main robotique, avec beaucoup de naturel, saisissant. Les personnes qui l'ont eu suite à un accident, par exemple à la quarantaine, un accident de voiture, et les assurances leur ont permis d'avoir ce genre de machine, n'ont pas forcément, il y a beaucoup de travail à faire. Donc du coup, cette question aussi est importante parce que pour que ça marche à son plein potentiel, c'est souvent pour des enfants, donc souvent plutôt des enfants qui sont nés agénésiques, c'est-à-dire nés avec un bras ou en moins. Et du coup, il y a la question de faut-il forcer l'enfant dès sa plus jeune âge à porter d'abord un truc en mousse, puis un truc un peu lourd, pour arriver à utiliser ça. Il y a plusieurs écoles, en tout cas en France, il y a plusieurs écoles de pensée, et c'est aussi libre aux parents de choisir
Parce qu'une fois que ça marche, quand même, ça permet d'avoir une main qui fonctionne plutôt bien. Alors après, le grand regret par rapport à ces mains pour l'instant, c'est l'absence de retour sensoriel. Les gens ne sentent pas avec pour l'instant. Et ça, c'est vraiment ça. C'est pas le problème de l'appréhension, de l'esthétique, de l'autonomie, du coup, c'est pas ça qui pose le plus de problème. Mais ce qui est le plus gênant, c'est le fait de ne pas sentir quand on touche. Voilà. Donc là, pour l'instant, on est dans la réparation, mais là encore, on pourrait être dans l'augmentation. Parce que finalement, ce système peut permettre de brancher des choses électroniques. Il peut y avoir des systèmes d'enregistrement, d'armes pour les espions, j'en sais rien. Ça peut être aussi devenir super costaud. Alors attention, il y a une certaine limite. Parce que si par exemple, le robot est très 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 costaud, c'est ici que ça va passer, vous voyez. Parce que la partie ici, c'est la partie qui mène vers l'homme, et l'homme restera à sa propre force habituelle. C'est-à-dire que si par exemple on a des bras très 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 forts, mais que le reste du corps n'est pas traité, bah, les bras vont s'arracher d'eux-mêmes, quoi. Donc il y a des systèmes éventuels de scaphandres. Mais pour l'instant, les constructeurs de ce genre d'objet ne cherchent pas du tout à faire d'un homme augmenté. Ils cherchent surtout à répondre à des attentes qui sont de refaire un bras qui serait la meilleure, c'est ça le mot bionique. Bionique, c'est refaire comme la nature. Donc l'idée, c'est que le bras ressemble à un bras tout à fait classique. Il n'y a pas de question d'augmentation. Alors, voilà, donc le pacemaker, quand même très miniaturisé. Donc, y a-t-il une augmentation? Les porteurs de pacemaker que j'ai interrogés, ils ne sont pas cyborgs, ils ne sont pas super spationautes, non. Mais par contre, l'augmentation de vie, rester en vie plutôt que d'être mort, c'est quelque chose de l'ordre de l'augmenter peut-être. C'est fondamental, c'est-à-dire que maintenir la vie, c'est prolonger la vie, c'est une forme d'augmentation. Et ça marche très bien les pacemakers. Le confort de vie avec un pacemaker, l'entretien du pacemaker, la rareté des complications font que c'est prodigieux. Enfin, je ne vends pas de pacemaker, mais pour avoir fait une thèse là-dessus, j'étais rentré sur la thèse avec beaucoup de crainte en fait, parce que je ne connaissais pas cet objet. Et je me rends compte que c'est très très bien. Il y a parfois des problèmes, mais voilà. Parfois les personnes décèdent et le cœur et le pacemaker fonctionnent encore très bien. C'est-à-dire que ça permet à des gens de vivre ouais, des années en plus. 17 ans souvent en plus quand même, c'est pas rien. Donc ça bon, voilà, c'est un automate qui augmente mais de manière discrète. Il se veut invisible dans le silence du corps, mais il est là. Alors bon, là, c'est le même principe que le pacemaker, donc je vais passer très vite. C'est sur la question de l'insuline, en fait, du diabète de type 1. Les diabétiques, par rapport au cardiaque, le diabétique doit s'administrer, en fait, de l'insuline. Et cette administration d'insuline demande un arbitrage. Parce qu'en fait, c'est en fonction de ce qu'on mange, de ce qu'on fait dans la journée, de comment on se sent, de ce qui est prescrit par le médecin. Et donc, Éric Renard, il n'est pas le seul à le faire, mais j'ai mis sa photo, parce que quand même, il le mérite, à Montpellier, invention française aussi, Diabeloop, un système de pancréas artificiel. C'est compliqué à présenter parce que ce n'est pas un implant uniquement, c'est plutôt un système de rétroaction, de prise de décision. C'est-à-dire que c'est pas un smartphone, mais ça y ressemble, mais c'est pas un smartphone, ça va prendre la décision, oui on met d'insuline, non on met pas d'insuline. La question est fondamentale parce que si on met trop d'insuline, on tue la personne. Et si on n'en met pas assez, la personne meurt à petit feu. Donc vous voyez, c'est-à-dire que c'est un peu comme le pacemaker, c'est un système qui va prendre des décisions pour permettre de rester en vie, de rester en bon confort de vie. Donc là, c'est pas non plus quelque chose de très impressionnant, c'est pas l'homme augmenté non plus, pour l'instant, ça ne donne pas des ailes, c'est comme le pacemaker, ça permet de maintenir en vie. Donc je ne vais pas tous vous les faire, il y en a d'autres systèmes de ce type, mais là je parle là Alain-José Sahel qui est de l'Institut de la Vision, ici à Paris. Là, c'est la recherche sur la vision artificielle. Pour l'instant, c'est embryonnaire. Pour l'instant, c'est des gros pixels. Le gros problème, c'est que le stimulateur rétinien, pour fonctionner, il fait de l'énergie, et cette énergie peut brûler le fond de l'œil. Donc il faut arriver à ce que ce soit efficace, mais que ce soit compatible avec la finesse de l'œil. Mais je suis optimiste. Alain-José Sahel dit qu'à la carrière suivante, à la fin de sa vie, il aura mis les bases et que probablement d'ici 40 ans, on aura avancé, notamment avec d'autres technologies complémentaires. Voilà, donc redonner la vision à quelqu'un. Donc si on redonne la vision, là on pourra peut-être réouvrir à la question de science-fiction, de vision augmentée, voir la nuit, voir mieux, plus loin. On n'y est pas. Pour l'instant, la vision que proposent ces systèmes, c'est vraiment rudimentaire. Ça permet d'avoir un mouvement, en gros de 6 ou 8 ou
10 pixels, donc c'est pas encore terrible, mais ça existe. Voilà, le cœur artificiel, là, c'est quand on... la question du cœur artificiel, pour moi, est symboliquement importante parce que beaucoup de philosophie étaient cardiocentriques, pensaient que le cerveau était moins important que le cœur, c'était le cœur qui donnait comment dire, notre âme en quelque sorte. Et ce cœur, bon, bah, il est en développement, c'est aussi une invention française, ça marche pas très longtemps. Puis il y a des gens qui vivent sans cœur, mais ils décèdent. Donc ça pose problème. Alors c'est des personnes qui de toute manière sont menacées d'une mort imminente. Mais bon, je ne sais pas si c'est technique ou si c'est le fait de ne pas avoir de cœur qui pose un problème majeur pour autre chose, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer. Mais en tout cas, là quand on a un cœur artificiel, il ne manquerait plus que le cerveau artificiel, là on passe de... Vous voyez, on commence à peu remplacer des morceaux, un cœur artificiel plus des membres artificiels. Alors, là, pour entrer dans le vif du sujet de la question de la réparation et de l'augmentation, ici, on a l'exosquelette, le même principe que ce que je vous ai montré plus haut, tout à l'heure, quand on parlait des soignants, adapté à un patient paralysé, donc quelqu'un qui ne peut plus marcher. Il a donné le coup de ballon d'envoi de la Coupe du Monde de football au Brésil. Malheureusement, les médias ne l'ont pas du tout médiatisé, parce qu'ils étaient trop dans l'euphorie du « ouais, c'est la Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde ». Ils ont plutôt filmé les jolies filles dans le public, les fans, et puis ça, c'est passé complètement inaperçu dans les médias, malheureusement. Mais c'était une grande prouesse. Il s'agissait en fait de développer un exosquelette connecté au cerveau de la personne pour pouvoir remarcher. Donc c'est l'idée de redonner un petit peu le paralytique qui va remarcher. Hein. Donc c'est vrai que si on fait des analogies avec les textes chrétiens, par exemple, on a Lazare, on a le paralytique, etc. Enfin, on a ces tentatives, c'est davantage dans la réparation. Là, l'augmentation, un nom bien militaire, le XOS2 de Aethéon. Bon, en gros, là, il ne s'agit pas de réparer quelqu'un de paralytique, parce que le soldat, on imagine qu'il est en parfaite santé. Mais par contre, ça lui permet d'être plus fort. Plus fort, et bon, principalement, c'est pour mettre des bombes dans les soutes à munitions des bombardiers, parce que les bombes, pour les faire tomber, c'est des bombes, c'est lourd. Donc du coup, ces objets-là permettent davantage de manipuler les bombes avec précision pour en mettre plus dans les bombardiers. C'est un des utilisations, hein. Il y a d'autres utilisations qui sont... Et là, on est vraiment dans l'augmentation. Il y a aussi la question pour les soldats d'Afghanistan de pouvoir monter plus vite dans les montagnes, descendre plus facilement, etc. Ça pose des contraintes aussi, parce que l'autonomie du système, le poids du système, en cas de chute, etc. Mais bon, là, on est dans l'augmentation. On a le même système, le même principe de système, c'est-à-dire un espèce de scaphandre qui amplifie les mouvements. D'un côté, ça permet à quelqu'un qui est alité de remarcher et d'envoyer un coup de ballon. Dans l'autre cas, ça permet à un homme de faire des pompes avec facilité, j'imagine. Là, c'est la démonstration des pompes, mais surtout à faire de la manutention avec plus d'efficacité. Donc voilà, un même objet, deux utilisations différentes. La réparation ou l'augmentation, c'est quelque chose qui est tout à fait, comment dire, une frontière n'est pas fixe, c'est assez arbitraire en fait, on en discute. Et derrière tout ça, l'épine dorsale de ce système, c'est ça, c'est les serveurs. Ça, c'est des tas d'ordinateurs en quelque sorte, de disques durs connectés. Et moi, ce qu'on appelle les big data, c'est une quantité faramineuse de données. C'est-à-dire que la Bibliothèque nationale François Mitterrand, c'est une petite zone là. Et là, ça c'est une petite zone de tout, Facebook, Google, etc. C'est l'interconnexion de tous ces ordinateurs. Et c'est vrai que, à défaut d'avoir le côté astucieux que la nature nous donne, à nous, être vivants, d'être efficaces à notre façon, les systèmes informatiques, peut-être sont plus bêtes, mais ils n'ont pas de limite de corps. On peut les étendre au maximum, et étendre. Et avec la quantité, l'espoir, c'est qu'avec cette quantité, on arrive à avoir des systèmes de plus en plus intelligents, qui vont nous aider à fabriquer des choses de plus en plus... Et là, on commence à être dans une espèce d'idée d'émergence, une espèce de, pas forcément une intelligence artificielle, même si le mot est souvent prononcé, mais disons qu'une espèce de dépassement de l'humain par lui-même, par ses outils. Et c'est vrai que ces outils, finalement, c'est ça, le nerf de la guerre. C'est un peu les neurones de notre cerveau, matérialisés, et qui consomment, je crois, il faut vérifier, mais je crois que ça consomme à peu près autant d'énergie
tous nos ordinateurs connectés que ce qui nous sert à vivre en fait. À nous chauffer, à manger. Donc c'est pas rien. Le moindre mail, on consomme de l'énergie. Et tout se connecte et du coup ça permet de choses saisissantes. Par exemple concrètement face à un type de cancer. Un médecin va voir un cancer, une biopsie ou quelque chose comme ça. Il va pouvoir juger selon son expérience. Et son expérience, elle est limitée comme un humain l'est. Un robot va pouvoir, en 3 minutes, tester 75 millions de cancers similaires. Et dire ça avec certitude, c'est ce type de thérapie qu'on vous conseille. Parce que 175 000 fois on a fait ça, 600 000 fois on a fait ça, 722 000 fois. Il le fait en 3 minutes. Donc j'ai pas dit que la machine est meilleure, mieux, etc. Mais elle a une capacité massive par rapport à nous. Donc du coup, c'est quelque chose de très important. Et pourtant là, il n'y a pas de corps physique. Ensuite, les nanotechnologies peuvent servir. Bon là, je vais parler du LAS de Toulouse, parce que j'ai rencontré Christophe Vieux et c'est vraiment intéressant ce qu'ils font. Eux, ils cherchent en fait à faire des meilleures électrodes, la biocompatibilité, c'est-à-dire faire des fils très très fins à base d'or ou de carbone, pour que les implants puissent par exemple restaurer les questions des AVC, quand on a fait un AVC. Donc c'est toujours dans la réparation. Mais les nanotechnologies en général peuvent servir à énormément de choses. Ça va surtout servir à miniaturiser. Parce que le gros machin que je viens de vous montrer derrière, juste avant, avec plein d'ordinateurs, peut-être qu'avec la nanotechnologie, il sera à nouveau miniaturisé. Donc là, vraiment, on arrive à une capacité d'échelle, parce que là, on est hors de l'atome. Et là, pour l'instant, je ne parle pas d'ordinateur de type nanotechnologique, mais dans les matériaux, une finesse. Ça peut servir notamment à la production d'énergie aussi, électrique. C'est pour aussi des batteries. Là, c'est des applications qu'on a maintenant pour rendre les batteries de plus en plus. Elles ne sont pas utilisées encore de nos jours, mais ça va arriver. Des batteries avec beaucoup plus d'autonomie que 2-3 heures, parce que justement, les échanges chimiques seront beaucoup mieux faits du fait de ces choses-là. Par contre, le problème avec ces objets-là, c'est que quand ils sont mis dans le corps, ils n'en sortent plus. Un implant, comme un pacemaker, on le place, on peut l'enlever. Cicatrice, c'est tout. Si l'implant a une partie connectée avec des nanotechnologies, les nanotechnologies, j'ai mis cette image-là parce qu'on ne peut même pas les représenter. C'est des atomes. C'est des atomes qu'on a constitués d'une certaine manière. Donc ça n'a pas de... C'est tellement petit que ça reste ad vitam aeternam dans le tissu où c'est posé. Ça peut partir de manière avec les fluides, de manière totalement... On ne peut pas prévoir. Donc c'est-à-dire que quand on met ce genre de choses dans le corps, il n'y a aucune possibilité de l'enlever par la suite. Alors, quand on voit l'actualité des débats sur les perturbateurs endocriniens qui polluent nos corps, qui baissent la fertilité, etc., ça c'est un agent chimique. Bon, les nanotechnologies sont des choses qui se rajoutent. Et ça existe déjà dans les crèmes solaires, par exemple, Garnier ou d'autres grandes compagnies, il peut y avoir des nanotechnologies. Ils nous vantent que ça a du coup une plus grande capacité de s'étaler. Voilà, donc les nanotechnologies, c'est vraiment encore un saut d'échelle qui va arriver. Donc c'est pour ça que certains escomptent toujours plus. Alors, trancher entre le concept d'humain réparé et d'humain augmenté, en fait, il y a un grand côté marketing derrière ça. C'est-à-dire que la définition de l'OMS de 46, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Vous noterez un état de complet bien-être. Si c'est ça la santé, où est la limite? Qu'est-ce que le complet bien-être? Ça change pour chaque personne. Les désirs, la porte est ouverte à la course à l'échalote aussi. Et attendez, je vais juste prendre un petit peu de fluide. Voilà. En fait, avec une telle définition, bien sûr, on pourrait arguer que c'est qu'une définition parmi d'autres, mais c'est quand même celle de l'OMS. De là, on peut avoir une idée, c'est que finalement, on peut, comme Dr Knock, dire bah, vous êtes malade, monsieur, madame, vous êtes malade, ah bon? Oui, vraiment, oui, vous avez besoin de ceci. Parce que finalement, l'humain augmenté pourrait devenir une nouvelle norme. Si, quoi, tu n'es pas un humain augmenté, bah, t'es fichu. Il faut absolument, t'es juste un humain classique, hein? Non, il faut que tu sois capable de ceci, de cela, quoi, tu ne peux pas voler. Bon, on n'en est pas encore au vol, mais il y a énormément de dépenses, notamment des groupes comme Google, par exemple, dépensent beaucoup d'argent dans ce domaine, c'est-à-dire pour développer en fait des programmes de recherche pour dépasser. Mais à dépasser ses limites, on ne sait pas trop où on va. Ça, c'est une question qui se pose. La réparation dans l'imaginaire
on la voit, par exemple Star Wars, c'est vraiment c'était dans 80, on imaginait les bras, bon, bah, on n'a pas exactement la même chose, mais on est dans la réparation. On avait aussi un peu plutôt l'homme qui valait 3 milliards en français et 6 millions aux USA, donc c'est pas le même prix en fonction du pays. Mais bon, le principe c'était la réparation, augmentation. L'homme finalement il est presque chanceux d'avoir eu un crash parce qu'on lui a changé les bras et maintenant il est plus costaud. Après, on a des films qui nous présentent des gens qui sont certes augmentés mais qui sont devenus aliénés. C'est ça qui m'intéresse en présentant ces films, c'est que finalement, au début on a l'idée du héros triomphant, un peu le héros qui n'a pas de contrepartie, mais il y a souvent un prix à payer. Robocop, qui est un film plutôt de série B dans son apparence, c'est un film intéressant parce qu'il montre que, on peut le voir à plusieurs sens de lecture, mais dans Robocop, le principe c'est qu'on a un policier honnête, intègre, dans un monde complètement corrompu, et du coup ce monde corrompu le pousse à la mort en fait, en le mettant dans les griffes de criminels, et ensuite récupère son cadavre pour en faire un super flic prototype comme modèle de nouveaux soldats du futur. L'idée c'est qu'on récupère cette personne, et comme Lazare, il dépasse la mort, il est ressuscité, mais il n'est pas ressuscité pour redevenir pleinement lui-même, non, il est ressuscité pour devenir un outil du commerce. Et l'histoire de Robocop pose question parce que, voilà, pourquoi quelle finalité ça suit? Parce que la question de l'augmentation, on le dit en français homme augmenté, mais en fait ça vient de l'anglais enhanced, rehaussé en anglais. Upgrade, comme un peu comme si on mettait un moteur plus puissant dans sa voiture ou je ne sais quoi, vous voyez, une télé plus grande, c'est plus, mais je sais pas, quand j'ai trouvé cette illustration ça m'interpelle en fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est finalement pour bosser encore plus, pour faire des nouveaux... Là on a le même type de squelette d'exosquelette que tout à l'heure, mais là c'est pour porter, voilà, il porte un rail de chemin de fer, mais ça reste un peu la bête de somme finalement. Enfin, vous voyez, ça m'amusait de voir ce scientifique derrière, un peu comme la créature de Frankenstein. Bon, ça c'est juste illustratif. Derrière ça, que ce soit technologique ou pas, non pas la réflexion, pour moi en tout cas ce livre a été fondamental dans ma vie quand j'ai lu Le meilleur des mondes, puisque en fait là, cette question-là, c'est celle de définir, on définit pour l'autre ce qu'il doit être. On lui assigne une mission. Dans Le meilleur des mondes, il n'y a pas d'électronique. Et dans ce livre d'Aldous Huxley, on présente une société où la science, en fait, décide, avant même la naissance, qui fera quoi, laisse un degré d'autonomie, mais finalement très 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 restreint. Alors, bon, Aldous Huxley, c'était une dystopie qui a marqué comme 1984, une espèce de repoussoir, une mise en garde que la science pourrait donner à la société. Et en même temps, c'est une critique de la société telle qu'elle est aussi, d'une certaine manière. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que son frère, Julian Huxley, le frère d'Aldous, c'est l'inventeur du mot transhumanisme. C'est le premier directeur de l'UNESCO, c'est le créateur aussi du WWF, donc il a des bons côtés, il aimait la nature, il est un grand protecteur de la nature, les côtés plus négatifs, eugéniste, raciste. Et donc, dès le début, dans le transhumanisme, il y a l'idée, en fait, eugéniste, on va dire, de dépassement de l'humain, mais aussi pour abandonner les scories du passé et une gradation. C'est-à-dire que le transhumain, c'est l'humain qui est suffisamment augmenté par toutes les méthodes qu'on a vues précédemment et d'autres, et qui va du coup finalement dominer moralement, intellectuellement, un peu comme dans Le meilleur des mondes, comme un alpha par rapport à un bêta. C'est-à-dire dans Le meilleur des mondes, il y a une gradation en fait. Il y a des alphas, des bêtas, des gammas. Chacun est dans une hiérarchie qui est inscrite dans son corps. Et bien là, le transhumanisme, c'est le même principe, au départ aussi. C'est-à-dire que, certes, il y a le bon côté, c'est se réaliser, le bien-être, se développer, faire beaucoup de choses et devenir acteur de sa vie. Mais le corollaire, c'est abandonner ceux qui n'en sont pas capables. Limite, s'en débarrasser. Chez Huxley, c'était une question d'hygiène. Donc, c'est Huxley, Julien, donc son frère, elle n'est pas du tout d'accord avec lui. Visiblement, c'est une histoire de famille. Mais cette question-là est fondamentale. Donc, Julian Huxley, par la suite, il y a eu des différents penseurs qui, à la suite, ont peaufiné la question du transhumanisme. Et donc, il y a différents types de courants de transhumanisme. Marc Group, vous avez rencontré, donc lui, c'est le transhumanisme à la limite le plus présentable. On est loin de l'eugénisme et du racisme initial.
Là, on est dans une vision plutôt de libérer le potentiel de l'homme, en fait, de libérer nos énergies. Pourquoi vouloir mourir? C'est nul de mourir. Pourquoi on va repousser un peu? Pourquoi vouloir se limiter à ça alors qu'on peut voler, on peut faire... Et après, là où je suis assez critique face au transhumanisme dans sa version française, c'est qu'en gros, il dit, grosso modo, on rasera gratis pour tout le monde. C'est-à-dire que finalement, tout le monde pourra bénéficier de ça. J'espère. En tout cas, dans les courants un peu anglo-saxons, ils sont moins optimistes à ce point de vue. Ils ne pensent pas réellement que la priorité, c'est que tout le monde en bénéficie. La priorité, c'est qu'eux-mêmes, leur famille, leurs amis en bénéficient. C'est d'ailleurs intéressant de voir que la question de la santé, alors donc là je mets un peu en exergue l'ouvrage de Lucien Sveiss, parce qu'il s'appelle 98, donc c'est un professeur de Paris, à la retraite actuellement, mais quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la question en disant, au XXIe siècle, au début du XXIe siècle, la grande question, ce sera la question de la santé. Et je pense qu'il avait raison. Il avait travaillé sur la question de la communication à la fin du XXe, il disait que la question de communication c'est la fin du XXe, du XXIe siècle c'est la santé. Et c'est intéressant de voir ces questionnements de santé quand elles sont abordées, par exemple, par les courants écologistes. Je fais un amalgame, les écologistes différents, et les transhumanistes d'aujourd'hui. Quand je lis l'ouvrage qui parle de santé, il y a beaucoup de points communs. Le bio, manger bio, mais dans l'écologie, le manger bio, c'est pour ne pas endommager l'environnement, pas de cultures qui détruisent l'environnement, ne pas s'endommager le corps. Dans le transhumanisme, je mange bio parce que les nutriments sont plus adaptés pour mon corps et je pourrais tenir encore quelques années de plus grâce à ça. Voilà, je schématise, mais il y a de ça. Ben, je suis surpris, pareil, laver chez soi avec du savon noir et du vinaigre, on retrouve dans les deux cas. Mais par exemple, je crois que c'est juste après, c'est encore un peu plus loin, on en a un que je vais présenter après qui dit qu'en gros c'est bon d'avoir des amis parce qu'on a vu que biologiquement, quand on a des amis, des relations affectives avec des gens, ça permet d'être chimiquement plus efficace. Et donc du coup, je vais dans les courants, alors là il n'y a pas besoin de bio et écologiste, il y a beaucoup de courants. L'amitié c'est pas que biochimique, c'est quelque chose de plus fondamental. Donc voilà, donc cette question de santé, le transhumanisme, elle a une pluralité de transhumanisme. Voilà, et elle a des liens avec une question je pense, d'inégalité, dès le début. C'est intrinsèque. Le transhumanisme, il y a l'humain et le transhumain. Le transhumain est mieux. Il y a un jugement de valeur du transhumain à l'égard de l'humain. Je pense que c'est... Donc ça doit nous mettre la puce à l'oreille en nous disant ouais, ok d'accord, transhumanisme c'est bien, mais... Voilà. Alors donc le programme du transhumanisme, c'est qu'en gros... J'avoue, je l'ai mis sans bien le regarder. En gros, au début, voilà, les ordinateurs sont plus bêtes que des insectes. Bon, là, on juge qu'ils sont plus intelligents que des insectes, ils vont devenir intelligents comme une souris, puis ils vont devenir intelligents comme un humain, puis après, ils vont devenir intelligents comme tous les humains ensemble en même temps, et puis à la fin, ils deviendront tellement mieux que nous que finalement, on n'aura plus qu'à s'éclipser parce qu'on se rend compte. Ça, c'est les postulats. Bon, je suis un petit peu taquin, mais bon, en gros, derrière ça, il y a des rapports qui ont été déposés à la commission de la National Science Foundation aux États-Unis, donc c'est des financements massifs qui comptent en milliards, et justement qui développent les technologies dont j'ai parlé un peu plus haut, des choses qui peuvent être légitimes, comme en cardiologie, comme les nanotechnologies, et tout ça est mis ensemble, et il y a des grands débouchés. Donc en gros, l'homme augmenté, c'est aussi un argument commercial pour demander des capitaux, pour dire on va changer l'homme, on va repousser les limites, donnez-nous de l'argent. Et ça marche. Si vous ne connaissez pas cette philosophe, je vous recommande de savoir qu'elle existe, parce qu'elle a une influence majeure dans la Silicon Valley. Pour elle, tout attachement, tout altruisme est mal. Ce qui compte, c'est uniquement sa propre rationalité, son propre intérêt. Cette philosophie-là, c'est une philosophie qui enlève toutes les religions, toutes les spiritualités habituelles. C'était une personne russe qui a fui sûrement des persécutions parce qu'elle a l'air d'être drôlement torturée. Et elle est arrivée à New York et elle a proposé cette philosophie matérialiste. Elle a eu des gens comme Alan Greenspan comme disciple. Et en fait, c'est une des personnes les plus influentes aux États-Unis. Elle est décédée, mais elle a écrit un livre qui s'appelle Atlas Shrugged. En français, c'est traduit par La Grève. Un livre qui est très étonnant parce que, en fait, c'est le syndicalisme à l'envers. Les patrons en ont marre de ces ouvriers feignants et décident de mettre en grève.
Et du coup, la Terre commence enfin, les États-Unis commencent à s'écrouler parce que sans les patrons, les ouvriers sont complètement corrompus, bêtes, etc. Enfin, je schématise mais à peine. Et donc du coup, Ayn Rand, en fait, ça paraît délirant. Mais pourtant, le héros randien, c'est un personnage qu'on retrouve dans la Silicon Valley. C'est la personne qui a... c'est Bill Gates, c'est Steve Jobs. Voilà des héros randiens. C'est des gens qui ont laissé les amarres avec la plèbe et qui sont arrivés à changer le monde par eux-mêmes, par leur propre volonté. Voilà, donc cette question de héros randien, de cet imaginaire de Rand anti-altruiste, a beaucoup à faire dans le développement du business lié aux technologies de l'humain augmenté. Voilà, donc je mets ça en garde. Donc voilà, finalement la santé parfaite pour elle, c'est simplement l'égoïsme. Ça fait mal, quand on entend parler, ça fait mal, mais pourtant ça résonne un peu partout sur Terre. Voilà, ça vous pouvez vous renseigner, elle est très connue finalement. Alors, bon, la question de la dépendance, ça c'est juste des illustrations, c'est pas un film très bon, mais donc je vous le recommande pas réellement, mais c'est dire qu'il y a une dépendance. À qui on doit quoi? Parce que, en fait, quand on porte un cœur artificiel, un foie artificiel, des reins artificiels, on est tributaire d'un système. Ce système actuellement est détenu par la sécurité sociale, en tout cas en France. On a un système déjà très bon en France parce que finalement on est remboursé, même pour des opérations de transplantation cardiaque, c'est remboursé, c'est fabuleux. Mais dans d'autres cas de figure, si tout le monde était augmenté, on pourrait peut-être avoir des espèces de rentes, un peu comme le téléphone, il faut payer tous les mois sinon on coupe le téléphone. Bon, ce film illustre ça. L'idée du film est mieux que le film lui-même, mais c'est qu'en gros, si la personne ne peut pas payer en fait tous les prêts qu'elle a contractés pour toutes ces choses-là, les personnages viennent les récupérer. C'est un film d'action, vous voyez. Mais le film n'est pas terrible, mais l'idée est pas mal. Et là, il va y avoir un film qui va sortir, qui va sûrement très bien marcher, qui s'appelle Ghost in the Shell. Il va être repris sur un manga japonais, un dessin animé japonais. En fait, c'est un dessin animé, mais il a une profondeur philosophique intéressante, parce qu'il dépeint dans un proche futur une agent, une soldate, une policière, enfin c'est un peu une police spéciale, qui suite à des accidents a été entièrement réparée, augmentée. Elle a des capacités incroyables, elle est très solide, là on peut lui tirer dessus, un char d'assaut peut lui tirer dessus, elle résiste. Ok, ça va. Ça reste dans le cadre du manga. Mais elle ne peut pas donner sa démission. Elle le dit explicitement, elle ne peut pas démissionner, parce que son corps appartient à son employeur. Et ça, c'est quelque chose d'une aliénation énorme. Elle ne s'appartient plus à elle-même. La seule chose qui lui appartient réellement, c'est sa moelle épinière et son bulbe rachidien, son cerveau. Donc si, dans ce monde-là, elle quitte son boulot, il récupère le corps et elle finit comme une simple méduse, flaque. Et donc, dans cette thématique-là, dans Ghost in the Shell, c'est la question de l'aliénation aussi, qui est très intéressant, parce que c'est la question de l'aliénation. On profite de ces choses-là. Au préalable, je vous ai parlé de réparation via des pacemakers. On ne le fait pas pour s'amuser, on le fait pour rester en vie. Mais si on arrivait dans une espèce de loisir de l'humain augmenté, ah tiens, j'ai envie d'être... On se retrouverait dans ce cas de figure-là. On aurait des rapports commerçants avec des gens, on serait redevable financièrement. Cette question est hyper importante. Parce que, voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est un des premiers films à en parler de manière aussi explicite. Alors voilà, c'est lui un des grands turiféraires transhumanisme, on ne peut pas passer à côté de lui. Singularité University, financé par Google dans les locaux de la NASA. Eternal Life. Là, c'est effectivement, c'est lui voilà, qui parlait d'avoir des amis, c'est important parce que c'est bon pour la biochimie du cerveau. Lui, il est pas loin du post-humain. Qu'est-ce que le post-humain? Alors, le post-humain, on va le voir normalement juste après, voilà. Le post-humain, en fait, c'est que bon, voilà, on a vu l'humain, il évolue, il donne le transhumain, et bien le transhumain, il évolue aussi, et c'est le post-humain. Le post-humain, en gros, c'est la machine intégrée. On est en trop. L'organique ne sert à rien. Les fleurs, les plantes, les lapins, les oiseaux, ça sert à rien. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'à terme, peut-être, on imagine que les nanotechnologies, les ordinateurs, tout ça ensemble, créent une singularité, une intelligence artificielle, qui va peu à peu prendre le contrôle de l'ensemble du globe et transformer la nature même de la planète en super ordinateur intégré, super puissant. Et il y aura peut-être quelques réserves avec des trucs vivants pour montrer comment c'était avant, quand il y avait la vie, quoi. Le post-humain, c'est le robot. C'est le robot complet, en réseau, la ruche. C'est la mort. Donc,
Eternal Life, oui, mais dans quoi? Dans des serveurs de données, dans quoi? Et ça fait peur, mais il y a des gens qui suivent cette vision des choses. Et ça me paraît incroyable. Bon, là, on est à le post-humain, donc c'est la question, voilà, on remplace l'humain par des machines. En gros, on est entre eux. Gunther Anders, le philosophe, disciple de Heidegger, il parle de la honte prométhéenne. On voit la puissance de nos machines, et on finit par avoir honte de ce qu'on est par rapport à nos outils. On se dévalorise. Il dit oui, mais la singularité, surtout, ça permettra de résoudre tous les grands problèmes de la Terre. Ouais, bah oui, c'est sûr. Alors donc, le robot, souvent, c'est un peu l'ennemi, le rival. Là, on a appris Schwarzenegger, enfin, j'ai pris Schwarzenegger de Terminator, il y a un côté un petit peu inquiétant quand même, parce qu'il nous menace directement, hein, voilà. On est en trop aussi, voilà. Donc ça, c'est un peu, ça avait beaucoup été le robot du cinéma dans les années 80-90. On a aussi, pourtant, avant, dans les années 80, au tout début, Blade Runner, on a le robot qui n'est plus distingué. On ne peut plus le distinguer. J'aurais pu le mettre maintenant, il y a d'autres séries hein, qui prennent le même principe, d'autres films qui ont le même principe, mais là, le robot, on ne peut plus savoir ce qui distingue le robot de l'homme. Là, on est face à un vrai questionnement majeur, parce que du coup, un petit peu comme la controverse de Valoid pour définir si les Amérindiens avaient oui ou non une âme, il y a la colonisation, etc., on arrivera à des questions, mais le robot qu'on a fabriqué, doté d'une intelligence, imaginons qu'on y arrive, quel droit lui appliquer? Qui va-t-il être? Est-ce un être? Est-ce un esclave? Donc, dans le film, là, ce sont des esclaves et qui se rebellent parce qu'ils se disent pourquoi, enfin, c'est du Spartacus des temps modernes, mais ça c'est une question, pour l'instant on en est encore loin, mais la question du robot double l'alter ego en fait, et finalement on recrée, on engendre un nouvel humain qui ne nous remplace pas forcément, qui nous complète, mais il y a des rivalités un peu comme le sapiens et le néandertal. Donc on revient à la question du robot. Le robot n'a pas forcément forme humaine. Je prends HAL de l'excellent 2001 Odyssée de l'espace, à revoir et revoir. Voilà, là dans le film c'est intéressant parce que ça présente une image où finalement le robot est plus humain que l'astronaute. L'astronaute est plus robotique, déterminé, parce qu'il est en mode de survie. Et finalement Dave, l'astronaute, à plein de reprises a un comportement presque mécanique. Parce qu'il doit être... il a beaucoup de choses à faire. Et dans le film, finalement, l'empathie vient beaucoup de la part du robot, de HAL. L'ordinateur parle avec une voix suave parce qu'il arrive à mimer en fait l'empathie qu'un homme peut avoir. L'inverse, l'homme robotisé, voilà, c'est une question. Certains comme Andy Clark, c'est un philosophe anglais. Donc les philosophes anglais, c'est un philosophe anglais qui se dit que finalement on est déjà des cyborgs. On n'a pas besoin d'aller chercher sur l'homme dans l'espace pour dire que nous on est déjà cyborgs. Notre promiscuité avec tous les objets techniques, électroniques qu'on a. Bon après, si on est porter des vêtements, c'est être cyborg finalement. Et aussi, il faut une limite à faire. Mais bon, lui il est quand même principalement sur les systèmes informatiques, sur l'omniprésence des téléphones, des ordinateurs dans nos vies, dans beaucoup de vies actuellement. Et donc en fait, lui il dit qu'on est né cyborg maintenant. Même si on ne se perçoit pas comme tel. Alors, je vais lister vite fait, parce que là j'arrive à la fin, les questions. Là, je vous donne la substantifique moelle du livre d'Andy Clark. Les problèmes. Cette condition de cyborg, la robotisation plus ou moins de l'homme, c'est des inégalités sociales, ceux qui ont le droit, ceux qui n'ont pas le droit, ceux qui ont le droit, ceux qui ont accès, ceux qui n'ont pas accès, et même les conditions d'accès peuvent être différentes, par exemple. On peut imaginer, je vois il y a une formation Montessori ici, c'est peut-être une solution justement pour ne pas être trop pollué par le numérique dans l'enfance. Cette pédagogie-là a son sens, puisque finalement, beaucoup de patrons de la Silicon Valley, dans l'esprit à rendre que je vous ai cité plus tôt, mettent leurs enfants dans des écoles Waldorf-Steiner ou Montessori. C'est une type, j'ai visité une école Waldorf-Steiner. Effectivement, on promeut les activités manuelles, donner du sens à l'action, et du coup pour l'enfant c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de la nature, de notre corps naturel, que d'être en interaction avec des machines. Parce que il y a beaucoup de choses à dire, mais quand on est enfant, on entend déjà à moins de 3-4 ans, cette promiscuité avec les ordinateurs ne sert à rien.
il y a des choses de relationnelles beaucoup plus fondamentales à mettre en place à ce moment-là. Et du coup, de faire un enfant de 3 ans un mutant expert de l'ordinateur n'est inutile. Enfin, ou est utile pour une société qui a besoin de ça, mais pas forcément utile pour l'enfant lui-même. La philosophie Montessori, c'est de dire non, j'ai beau avoir 36 ordinateurs chez moi, et bon, on n'existera pas à ce moment-là. Ça veut dire non, donc l'inégalité sociale n'est pas uniquement l'accès, c'est pas uniquement d'avoir l'objet chez soi, c'est de savoir l'utiliser. C'est vraiment important de le souligner. Bon, c'est pas ce que dit Andy Clark, moi je dis sur ce que dit Andy Clark. Lui, Andy Clark, il est plutôt sur il y a des riches et des pauvres. L'intrusion, cette espèce de question d'hybridation en fait, entre notre corps d'humain avec des systèmes qui nous dépassent une certaine limite, une certaine mesure, pour moi c'est un peu la question des vases communicants. Nous on a notre limite, comme un vase communicant. Le principe de 2 vases communicants, c'est qu'il y a 2 récipients et la pression de l'un se répercute dans l'autre. Ben nous on est une limite quand on est connecté à toutes ces énergies, toutes ces informations, tous ces outils, on peut se retrouver dépassé et aliéné, sans le vouloir, noyé dans l'information, dans le stress ou je ne sais quoi. Donc l'intrusion, ça peut être aussi le piratage, ça peut être aussi la question des données personnelles qui sont piratées, etc. Ensuite, la perte de contrôle, la surcharge cognitive, l'aliénation, le confort, toutes ces choses-là, enfin, c'est toujours lié à, en fait, non pas à une prométhée, mais une efficacité telle dans nos outils qu'elle est trop brutale pour nous. C'est comme d'avoir des chaussures qui feraient 15 kilos. Elle serait solide, mais à porter, ça serait très fatigant. Bon, bah, d'avoir trop de stimulation, ça nous éloigne de choses autres importantes. Le conformisme, oui, si toi, tu n'as pas l'iPhone 7, tu n'as pas l'iPhone 7, mais tu n'as pas d'Apple iPhone 7, mais il faut que tu l'achètes. Il y a de ça. Et le conformisme, plus sérieusement, c'est par exemple sur Facebook. On a tendance à se présenter d'une manière normée, et on finit par devenir ce qu'on veut, ce que l'ordinateur a défini comme champ d'informations sur nous, et ben nous, il faut s'y conformer. On veut rentrer dans le moule volontairement. C'est vraiment le conformisme, c'est la soumission volontaire, hein, c'est la boétie. Hein. Bon, après, voilà, donc à la limite, ça, c'est des choses plus habituelles, hein, parce que ça peut être des filouteries qu'on peut retrouver. L'adieu au corps, ni Andy Clark, ni moi, non, pas d'adieu au corps. Le corps, il est toujours là. Même quand on le, pour l'instant, quand on branche des choses dessus, il y a des interactions, il y a des interfaces toujours, quoi. L'adieu au corps, ça serait de placer l'ensemble de la personnalité dans un serveur. Il y a des livres de science-fiction qui en parlent. Il y a aussi la série Black Mirror qui a fait un magnifique... je vous recommande la série anglaise de la BBC, si vous ne la connaissez pas, Black Mirror. Chaque épisode, il n'y a pas de héros. Chaque épisode montre une dérive potentielle de toutes nos technologies. Donc il y a une quinzaine d'épisodes. Ça peut être la dérive des réseaux sociaux, de ce que pense l'impact des réseaux sur le politique. Ça peut être la question, par exemple, de devoir toujours se noter, comme les taxis Uber, ils sont en permanence notés par les clients, donc si les clients les notent mal trop souvent, ils ne peuvent plus travailler. Enfin, bon, bah, y a un épisode là-dessus, ce genre de choses, quoi. Donc je vous recommande. C'est une série qui s'appelle Black Mirror, série anglaise, et elle illustre beaucoup de dérives possibles, à chaque fois d'objets différents, les robots, etc. Voilà, une application complexe, c'est les drones. Donner à une machine la capacité de décision, de tuer. Déléguer le meurtre se fait par délégation. Bien sûr, pour l'instant, les pilotes de drones sont souvent... il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, je ne vais pas trop m'étendre, mais c'est vrai que, en tout cas, pour avoir vu ce qui se disait à l'école militaire, c'était à l'époque, il y a quelques années, c'était un sujet qui était une évidence qu'il fallait réguler, il fallait comprendre ça parce que c'est de plus en plus en usage, quoi. Mais ça veut dire que, bon, là, on se rapproche un peu Terminator, on a des machines qui, quotidiennement, au Pakistan ou ailleurs, tuent des gens. C'est vraiment, là, c'est quelque chose de complexe. Alors, moi, mon bilan par rapport à cette question de... Alors, je ne sais pas au niveau du temps. Là, il est... Non, c'est bon, c'est bon. Parce que je me presse un peu, mais... Non, bon, ok. Bon, tant pis pour les drones, je vais rester là-dessus. Des perspectives pour le futur, parce que là, je vous ai présenté plein de choses, et puis vous voyez, il y a d'un côté, il y a un côté science-fiction, c'est épatant quand même, c'est fou ce qu'on peut faire. D'un côté, il y a souvent des petits côtés un peu plus sinistres, le drone, mais on se dit, mais où on va? Où on va? Donc, moi je m'intéresse pas mal à titre personnel, pour propre plaisir, de savoir d'où on vient et où on va. C'est une question intéressante pour moi.
Et pour moi, je pense qu'un des films qui présente le mieux ce qui pourrait arriver, c'est Cloud Atlas. Alors, Cloud Atlas, c'est un film qui est resté 2 semaines à l'affiche. Un film ultra ambitieux, qui a été plus une perte d'argent, je pense, pour le producteur qu'une réussite. C'est par les personnes qui ont fait Matrix. C'est-à-dire c'était les frères Wachowski qui ont fait Matrix, mais maintenant ils sont tous les deux devenus des femmes. Donc c'est les sœurs Wachowski maintenant. Mais en tout cas, Cloud Atlas, c'est un film qui est un peu comme Blade Runner, que j'ai cité un peu, qui a marqué, c'est un film culte. À mon avis, c'est un film culte, ça va devenir un film culte. C'est un film qui a à la fois absolument pas plu à certaines personnes, et c'est nul, ça sert à rien, on n'y comprend rien, et d'autres qui ont adoré. Mais si on regarde 2001 Odyssée de l'espace et Blade Runner ont eu à peu près la même réception critique. Cloud Atlas, en fait, il y a un côté tarabiscoté parce que ça se passe sur 500-600 ans. L'unité de temps n'est pas du tout respectée, on n'est pas du tout dans les unités classiques de temps. Ça se passe sur... En fait, ça parle davantage de le destin d'une société, la nôtre. En partant aussi bien un peu en avant, alors je ne sais plus les dates exactement, mais du XVIIIe siècle, et ça va jusqu'au 2300, 1400. Donc Cloud Atlas, en fait, les particularités, c'est que les acteurs jouent plusieurs personnages, etc. Mais ça peut être ce qui peut être critiqué parce qu'il y a des effets de maquillage, peu importe. Ce qui m'intéresse dans Cloud Atlas, j'ai écrit un petit article là-dessus, d'ailleurs, sur mon blog, et c'est paru sur Entropia, une revue écologiste, de réflexion écologique, des croissances, etc. Bon, je crois que c'est son dernier numéro. C'est que Cloud Atlas, pour moi, c'est un film qui m'a permis de réfléchir à un futur du futur. On est sans cesse, avec des films, à imaginer un futur proche. C'est-à-dire, un futur proche, c'est au Japon, en Chine. À Cloud Atlas, ça se passe en Corée du Sud, c'est intéressant de voir le glissement, Samsung, LG, etc. Tout est super technologique. Donc dans Cloud Atlas, on part du passé, on va vers le futur. Et il y a un futur qui est le futur habituel de la science-fiction, c'est-à-dire des mégalopoles avec beaucoup d'une débauche de technologie, de nanotechnologie, tout ça, des clones, enfin plein de choses comme ça. Mais dans Cloud Atlas, il y a aussi une part où ça va plus loin que ça et ça va après. Qu'est-ce qu'il y aura après tout ça? Dans 300-400 ans. Et Cloud Atlas présente un monde où finalement, une grande partie de l'humanité est revenue à l'état préhistorique, plus ou moins. C'est post-apocalyptique, puisque en fait, une grande partie est devenue préhistorique et une faible minorité bénéficie de toutes les technologies possibles de transhumanisme, on va dire. En fait, ce qui s'est passé dans Cloud Atlas, et là je vais obligé de déflorer un peu le film, mais bon, ça m'intéresse, c'est la question du nucléaire, du pétrole, de l'énergie, qui est en filigrane. Et en gros, en ne développant pas, Cloud Atlas est plutôt un film pro-nucléaire au départ, et puis finalement aussi critique, mais en gros c'est qu'en développant un moyen d'intégrer l'énergie, de maintenir nos sociétés à flot, parce qu'on consomme, tout le monde veut tout, peu importe les pays, il y a des gens capables de sobriété, mais globalement à l'échelle de la planète, quand on prend les États-Unis, l'Europe, la Chine, et nos pays, la France, on veut tout. Et du coup, en voulant tout sur un monde fini, il y a un moment donné, il y a une raréfaction, notamment l'énergie. Et donc, du coup, dans Cloud Atlas, il y a la question de la raréfaction de l'énergie qui est éludée dans les années 80. Ils en parlent, il y a un moment où ça passe dans les années 70. Non, c'est bon, on aura l'énergie à gogo toujours, il n'y a pas de problème. Et finalement, peu à peu, ça mène à une impasse où il y a une espèce de, comme une fleur, une floraison, une débauche d'énergie, puis finalement, un tassement, une incapacité pour les sociétés de maintenir tout en fonctionnement. Les centrales nucléaires qui commencent à ne plus être gérées, des problèmes nucléaires majeurs, l'humanité revient à un état reboot, revient à un état... Mais le reboot n'est pas complet parce que finalement on a ravagé la Terre entre-temps. Il n'y a plus de ressources, la radioactivité, les maladies, etc. Et donc Cloud Atlas, je le fais schématiquement, mais c'est qu'en fait finalement la seule solution pour eux c'est de partir de la Terre. Ça y est, ils ont usé la Terre. Et ça c'est vraiment pour moi quelque chose qu'il faudrait vraiment... non pas diffuser le film, parce qu'il est ce qu'il est, mais cette question de l'écologie, en fait. C'est-à-dire qu'on a beau le savoir, on sait qu'on use, que les espèces disparaissent, qu'on gaspille. Et pourtant, collectivement, on continue. Je lui disais ça ce matin, c'est que l'homo sapiens est une espèce qui est invasive, qui a envahi tout l'écosystème de la planète. Effectivement, on a un comportement qui n'est pas à notre hauteur morale ou éthique, ou ce que vous voulez, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et bon, cette illustration, c'est ça, finalement, c'est que la majorité de l'humanité est laissée pour compte, dans un monde ravagé. Il y a une petite élite
qui bénéficie de capacités ultra technologiques, mais elle vit aussi dans un monde ravagé. Donc finalement, comme tout est cassé, il faut partir. Et j'espère que c'est pas ce qui va arriver, mais c'est parce que oui, j'imagine qu'on va faire des développements technologiques majeurs, mais dans 300-400 ans, à une échelle de l'hominisation, on est à un moment. Et ce moment, ça serait bien qu'il dure plus longtemps. Donc le transhumanisme, pour certains, à un moment donné, oui. Et, vous voyez, ça c'est une question de fond qui m'inquiète sérieusement quand je me penche là-dessus. Parce que quand je vois les indicateurs, quand je vois les ressources en matière, par exemple, en minéraux, l'épuisement des ressources vivrières, tout ça, c'est assez inquiétant. Très inquiétant. Alors, bon, avant de s'inquiéter outre mesure, on a souvent aussi dans des films, toujours des Tarkovsky, donc Matrix, une vision ultra-apocalyptique où les humains finissent par être vampirisés par les machines, les humains finissent par être les alimentations électriques des machines, enfin bioélectriques, par exemple. Bon, dans la réalité, on ne peut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain et se dire l'alimentation bioélectrique, il existe des possibilités. Bon là, c'est ça que c'est un test sur un rat, encore une fois, mais une capacité d'alimenter bioélectriquement des implants avec notre propre corps. Mais on n'est pas dans Matrix pour faire un espèce de super ordinateur qui fait du mal aux gens. Là, par exemple, c'est développé à Grenoble, c'est pour des implants qui sont destinés, par exemple, à avoir très très peu de courant. Très très peu de courant. Donc, ils n'ont pas besoin de vampiriser tout le sang. En prenant l'énergie dans le sang, ça permettra aux implants de ne pas avoir de batterie, et ça permettrait de faire des actions très 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 fréquentes. Et c'était notamment réfléchi pour l'utiliser un jour pour les vessies, pour les sphincters. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des problèmes en fait, chez certaines personnes qui ont eu des opérations diverses et variées ou des cancers, et du coup ils ont un problème pour contrôler la miction. Et donc du coup c'est extrêmement incapacitant. Et ben, c'est vraiment une demande majeure de la part de la société, de ces gens-là, de pouvoir à nouveau contrôler leur miction. Et bien avec ce genre d'implant, et pourtant voilà, c'est l'incarnation même, c'est un implant qui a des OGM, des nanotechnologies, qui prend l'énergie dans le sang, mais pour autant c'est pas le vampire qu'on peut voir dans la science-fiction. Donc il faut aussi savoir descendre un peu et ne pas prendre pour argent comptant ce qui est présenté dans les films. Les films, souvent, c'est des exagérations. C'est pour ça que je voulais prendre ça comme un retour sur Terre, un peu comme le prochain, où on a des films qui parlent d'un implant cochléaire comme un espèce de système d'espionnage, alors que l'implant cochléaire, c'est quand même un système qui redonne l'audition. Donc voilà, juste pour redescendre un peu, les films, c'est des films, la réalité, c'est la réalité, mais les films, l'imaginaire, la poétique, peut nous servir. Parce que au niveau de la pensée philosophique, il y a la pensée philosophique d'une part, les mathématiques, la logique, la rhétorique, mais la poétique, la poésie, le poétique compte aussi, parce que c'est évocataire, ça permet justement d'illustrer, ça permet de réfléchir. On ne peut pas être uniquement dans la philosophie. La poésie, c'est important aussi. Donc c'est pour ça que j'utilise beaucoup les films, et puis j'aime bien regarder des films. Ça, alors là, on revient dans l'actualité. Je vous ai parlé de ce qui m'inquiétait, c'est-à-dire la raréfaction des ressources et une inégalité majeure entre des nouveaux dieux, en gros, et une plèbe désœuvrée. Là-dessus, je voulais vous parler de ça, c'est venu récemment. C'est vrai qu'en réfléchissant, ça fait penser un peu au panthéon romain. C'est-à-dire que si on se retrouve avec quelques personnes qui ont tout et tous les autres qui n'ont rien, c'est un peu comme des hommes et des dieux. Et c'est pas forcément un cas d'école, parce que quand on voit que 7 milliardaires, donc c'est pas Musk, mais 7 milliardaires sur Terre possèdent 50% des richesses, c'est-à-dire autant que 3 milliards et demi de personnes, ces 7 personnes ne sont pas forcément des dieux au niveau moral, au niveau esthétique, etc., mais ils ont des puissances incroyables. Donc j'ai essayé de réfléchir ce matin, et je me disais que comme ça, hein, Google, ça pourrait être vu comme Zeus, Facebook comme Hermès, le commerce, la communication, Tesla comme Héphaïstos. Alors, après tout, voilà, du coup, il faut adorer un peu Tesla, ou adorer un peu Apple, parce que sinon on aura des châtiments divins. Certains États sont pas loin en donnant une ambassade à ce lobby. Bon, Musk, pourtant je l'aime bien. Alors, c'est un Sud-Africain, milliardaire. En quelques années, rupture, voilà, hop, rupture. En quelques années, les Tesla Motors n'existaient pas. Tesla Motors est en passe de dépasser General Motors. C'est ça, c'est la magie de l'accélération. Donc, il fait des voitures qui ont beaucoup d'autonomie. Pour faire très court, ces voitures elles coûtent beaucoup moins cher que les voitures les plus performantes du marché, et pourtant elles sont les plus performantes, parmi les plus performantes. Grosso modo, plutôt que de prendre une voiture à 1 million d'euros, on prend une à 150 000 euros, et hop, on a les mêmes performances en termes d'accélération. En plus, c'est électrique, des voitures électriques. Il a développé des systèmes
c'est pas un radiateur, non, c'est des batteries de très haute performance. Et là, il va bientôt sortir les toits. C'est-à-dire que déjà, rien que les tuiles, c'est moins cher que les tuiles classiques, mais qu'en plus, on peut les brancher et avoir le courant de la tuile. Tout le monde va acheter ça. Et en fait, lui, ça va sortir, ça. En fait, Elon Musk, lui, donc derrière lui, il y a des robots qui travaillent, hein, parce que, bon, après, il ne crée pas autant d'emplois sans manque de compte en banque. Elon Musk, lui, son idée, c'est par rapport à cette extinction, cette problématique-là que j'ai abordée avec l'Art d'Atlas, c'est que lui, il dit, de toute façon, tout le monde veut tout, donc il faut donner tout à tout le monde, mais il faut être hyper rentable, hyper efficace, et ne pas gaspiller. C'est pour ça qu'il dit, bon, on a, plutôt que de dépenser du pétrole pour faire de l'électricité, c'est débile, on va utiliser le soleil, voilà, tout le monde aura des toits, il n'y aura plus de pétrole à gaspiller, on va garder du pétrole. Les voitures, plutôt que tout le monde veut une Ferrari, ben, tout le monde aura une Ferrari, mais ça sera moi qui vais vous la vendre. Stocker l'énergie et du recyclable, du renouvelable, pardon, ben, il faut quand même le mettre. Voilà, donc du coup, Elon Musk, c'est son créneau. Bon là, il est en train de creuser des tunnels pour faire... parce qu'il en a marre des bouchons, je crois, sous Los Angeles, donc il crée des tunnels. Donc il s'est lancé une nouvelle entreprise de tunnels. Et un peu l'image du savant fou, il reprend un petit peu le rôle qu'a laissé Steve Jobs en décédant, quoi, le milliardaire qui innove à tout go. Alors là, maintenant, on va partir là vraiment pour des projets incroyables. Donc, je ne travaille pas pour Elon Musk, mais bon, quand même, je vois beaucoup d'informations venant de lui qui m'intéressent ces temps-ci. Donc le projet SpaceX, c'est plus qu'un projet, ça fonctionne. Ils ont ravitaillé la station spatiale internationale pas plus tard que hier matin. Oui, hier en tout cas. SpaceX, en fait, j'avais pas bien compris que les fusées de SpaceX étaient aussi grandes. Elles sont aussi grandes que les Ariane, hein. Sauf qu'elles redescendent sur Terre, elles se reposent. Donc ça évite à chaque fois de gaspiller la fusée. Donc la logique de Musk, il l'applique aussi au spatial. Il veut aussi une rupture complète avec le spatial, c'est qu'au lieu de faire des grands systèmes, enfin des grosses fusées, un peu comme la fusée Ariane, qu'on envoie et il y a 90% de la fusée qui est volatilisée, gaspillée et tous les matériaux précieux, là il y a la fusée qui redescend et qui se pose sur une base. Ça permet donc des fusées réutilisables. Pourquoi faire? Pour coloniser Mars, tout simplement. Et donc son projet là qu'il a sorti il y a quelque temps, il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois, il y a eu une grande conférence de sa part, c'est qu'en gros l'idée c'est d'amener 1 million de personnes sur Mars. Parce que justement, les voyages spatiaux, en fait, pour l'instant, j'ai pas le prix, mais envoyer une personne sur la Lune, sur Mars, ça coûterait, je sais plus, de l'ordre du 1,5 milliard d'euros pour une personne. Mais là, il voudrait que ça descende à 500 000. Donc couper les coûts, comment? En faisant des fusées réutilisables, des systèmes réutilisables. Et tout ça a été mis en image pour la National Geographic dans un docu-fiction qui s'appelle Mars, qui présente justement les enjeux. C'est très modeste, hein, c'est pas de la science-fiction à la Star Wars du tout, hein, c'est vraiment comment coloniser notre planète. Bon, le gros problème quand même pour ça, c'est que les gens, une fois sur Mars, ils vont devoir rester enfermés sous terre pour ne pas se faire irradier. Alors, il y a d'autres personnes qui commencent à dire que ça serait peut-être plutôt d'aller un peu plus loin jusqu'à Titan, parce que Titan, la lune de Saturne, possède une atmosphère, et cette atmosphère protégera des rayonnements solaires, et en plus, il y a de l'eau, et en plus, il y a des hydrocarbures à gogo. Donc du coup, ça serait intéressant. Le problème, c'est que le voyage, c'est de 7 ans encore. Donc c'est encore plus compliqué. Déjà, à Mars, c'est ambitieux. Donc là, pour l'instant, ils en sont à Mars, mais ils sont en train de faire le consortium, etc. Ça paraît de la science-fiction, mais bon, je vois au Luxembourg, par exemple, Astra, c'est luxembourgeois. Et bien, en fait, la télévision par satellite, là, je vois pas de parabole, mais on en voit souvent. Bon, bah, la télévision par satellite, dans les années 80, c'était vu comme quelque chose, oh là, quel projet ambitieux. Bon, bah là, le Luxembourg a mis des satellites en orbite et ça fonctionne. Là, le nouveau projet du Luxembourg, c'est Space Resources. C'est l'idée d'aller faire de la prospection minière sur les astéroïdes, en proche banlieue de la planète. Bah, ce genre de partenariat avec SpaceX seront probablement faits, quoi. C'est-à-dire des cargos, voilà, donc c'est assez incroyable.